Bonjour à tous. C'est la dernière conférence avant le déjeuner. Il y a encore un petit peu de concentration et en plus ça va être une conférence incroyable, donc soyez au taquet. Je me présente, je suis Bertie Marchal, je suis CMO et porte-parole de Gens de Confiance. Gens de Confiance, c'est le site de référence quand on parle de confiance dans l'univers des petites annonces. Je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est un site un peu particulier parce qu'il faut être parrainé par 3 parrains et c'est une start-up nantaise. On est 85 et on est déjà 2 millions de membres. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à Charles et à Lemlist. Merci Charles, je suis ravie de te rencontrer. Merci beaucoup à toi, merci à tous. J'espère qu'il vous reste de l'énergie. Charles, tu travailles chez Lemlist et tu es même CEO de Lemlist. J'aimerais bien que tu nous expliques déjà qu'est-ce que c'est, parce que beaucoup d'entre vous doivent connaître ce nom sans forcément exactement savoir comment ça marche. Donc je veux bien que tu nous racontes, parce qu'on a dans la salle sûrement des personnes pour qui ça pourrait être grandement utile. Eh ben, avec plaisir. Donc moi je suis Charles, je suis le CEO de Lemlist et de l'Empire. Et je ne suis pas le fondateur, donc je suis le DG depuis à peu près 2 ans maintenant. La boîte a été fondée par quelqu'un qui s'appelle Guillaume Houbèche, qui est assez connu parce qu'il a beaucoup communiqué. Et donc l'Empire aujourd'hui c'est on va dire la marque Umbrella qui recouvre plusieurs produits. Donc aujourd'hui on a 5 produits, mais 2 principaux on va dire. Et un des produits c'est Lemlist, du coup c'est une plateforme d'automatisation de la prospection qui permet de trouver des clients. Et donc Lemlist ça permet, donc j'ai eu la chance d'avoir un coup de pub juste avant, donc je vais être rapide, mais ça permet, donc c'est une plateforme qui a aussi beaucoup évolué, donc qui permet de trouver des contacts, des prospects. Donc on a une base de données de leads, on peut aussi permettre de prendre des informations de LinkedIn, donc de scraper des profils de LinkedIn, de Sales Navigator, de trouver leurs emails, de trouver leur numéro de téléphone, et après de les engager dans des séquences, donc de leur envoyer des messages, des emails, de leur envoyer des campagnes LinkedIn, de pouvoir les appeler. Et donc on fait tout ça et puis on permet même de gérer les contacts maintenant. Donc on est une solution, voilà, on a 40% de nos clients, on a 20 000 clients et 40% c'est des fondateurs. Donc c'est un produit qui est beaucoup utilisé par les fondateurs qui lancent des produits. Et donc on est toujours ravis d'aider des entrepreneurs à créer des boîtes. Et il y en a qui ont créé leur boîte et qui maintenant ont 10, 20, 30 licences Lemlist avec leurs commerciaux. Et c'est toujours des success stories qu'on kiffe. Voilà. Très bien. Pour bien comprendre finalement cette aventure, je te propose qu'on rembobine un peu et que tu nous racontes d'où tu viens. Quelles sont tes premières expériences pour qu'on comprenne la suite? Yes. Alors moi du coup j'ai pas un profil de fondateur, donc j'ai commencé ma carrière dans le conseil, j'ai fait de l'audit, des fusions-acquisitions, donc j'ai fait une grosse partie de ma vie en corporate, j'ai même travaillé chez Allianz dans un grand groupe, on a un badge et on va dans une tour, et puis après j'étais pas très heureux et donc je suis allé en start-up et j'ai bossé dans pas mal de start-up. J'ai commencé chez Botify et après j'ai bossé chez Spendesk, AssoConnect, Skello, sur des fonctions assez variées. Et là où j'ai trouvé ma voie, c'était plus des fonctions commerciales. Donc j'étais Chief Revenue Officer de Skello. Et après, maintenant, j'ai plus du coup un rôle de DG plus large où je gère l'ensemble des fonctions de la boîte. Et le fondateur Guillaume, il est plus opérationnel. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui veulent comprendre, il y a peut-être un jour des fondateurs parmi vous qui recruteront un DG, ça peut arriver, et c'est pas une honte. Donc pourquoi ça intéresse souvent. Je pense que Guillaume, quand il m'a recruté, il m'a dit ma zone de génie, c'est la créativité, c'est la communication, c'est de faire du média, c'est pas de gérer une boîte. Et il se rendait compte qu'il y avait 45-50 personnes. 45-50 personnes, c'est pas mal de travail. L'enfer, c'est les autres, comme on dit. Et c'est vrai. Et alors, c'est un métier du coup de gérer des gens et de savoir créer de l'alignement, de faire en sorte qu'il y ait de la performance, etc. Et c'est un métier, je pense, qui lui plaisait moins que de faire des choses créatives. Et donc, lui, aujourd'hui, il est toujours dans le business, mais il est orienté sur sa marque personnelle et à faire du contenu. Et moi, je m'occupe du quotidien de la boîte et donc de gérer les teams produits, marketing, sales, etc. De gérer les autres. Bravo. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter quand tu es arrivé, parce qu'on voit que tu as un profil très couteau suisse, et quand tu es arrivé chez l'Empire, finalement, quel était le contexte exactement? Il y avait Guillaume qui avait effectivement, comme tu dis, un peu envie de se retirer. Et voilà, comment ça s'est passé et quelles ont été même tes premières actions là-dessus?
Ouais, alors en fait c'est super intéressant parce que en gros donc la boîte avait à peu près 4 ans quand je suis arrivé, faisait un peu moins de 20 millions je pense de revenus, donc elle marchait quand même bien, elle était rentable. C'est une boîte qui a jamais levé de fonds, enfin il y a eu un secondaire donc les fondateurs ont eu de l'argent mais globalement c'est pas rentré dans la boîte cet argent-là. Et donc une super situation, il n'y a pas mieux quand la tech va un peu moins bien d'être dans une boîte qui est rentable, donc ça on se plaint pas. Mais par contre on va dire pas mal de legacy people et organisationnel quand même, qui je pense arrive à toutes les boîtes, qui est assez classique. C'est je pense qu'une boîte early, tu recrutes deux catégories de personnes, c'est-à-dire globalement des gens plutôt jeunes, parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, si on est honnête, donc tu ne peux pas recruter des profils très seniors, et aussi souvent des profils qui sont très grinders, qui ont beaucoup d'envie, qui sont peut-être un peu entrepreneurs aussi. Et c'est des profils qui sont vraiment top, moi je trouve, parce que quand tu es très early, tu as plein de choses à faire, tu as besoin de gens qui sont hyper polyvalents. Et après, c'est vrai que quand ta boîte elle grossit, tu as besoin d'un peu plus de spécialisation. Et le côté 100% polyvalent, tout le temps j'ai une nouvelle idée, je veux faire un nouveau truc, ça marche un peu moins bien parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui ont déjà été éprouvées. Il y a un peu plus de professionnalisme et tu as quand même besoin de spécialiser un peu les gens, à mon plus grand regret, parce que moi j'aurais rêvé avoir que des entrepreneurs, parce que c'est quand même les meilleurs profils avec qui travailler. Mais je pense qu'il faut trouver un peu de réalisme et trouver un peu un compromis. Ça veut dire éviter quand même des gens qui sont que dans leur ligne de nage et qui vont dire bah moi mon travail c'est de faire du contenu, je fais rien d'autre, parce que ça c'est aussi assez pénible au quotidien. Donc de garder des gens qui ont quand même l'envie d'aller regarder à côté de ce qui se passe pour se dire comment je crée un maximum de valeur, mais en même temps qui vont quand même se spécialiser, parce qu'une boîte quand elle a 6-7 ans, il y a beaucoup de choses qui sont plus matures et il faut les maintenir. Donc donc du coup quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de profils jeunes, beaucoup de profils très entrepreneurs, donc c'était un peu le bordel. Et donc l'idée c'est comment tu crées un minimum de cadre et comment tu fais en sorte de ne pas dénaturer l'ADN de la boîte aussi, parce que le truc c'est facile de changer des choses, mais tu peux aussi changer les choses pour faire du moins bien, tu vois. Donc comment tu fais pour garder l'ADN, garder ce qui marche et essayer de remplacer ce qui marche pas. Donc ça c'est pas facile, parce qu'il y a plein de trucs que moi j'aurais pas fait aussi bien, tu vois, sur la capacité des gens à être créatifs, à faire des trucs fun, etc., qui étaient top, et je voulais pas tuer ça. Donc il fallait trouver un moyen de garder un peu cette folie. Donc ça a été, je pense, c'est beaucoup des transitions. Ça veut dire tu peux pas faire des trucs. C'est beaucoup de change management en réalité. C'est pas de vouloir changer tout du jour au lendemain en mode on recrute que des gens seniors, on change tout, on a une stratégie sur les murs très claire qui change jamais. C'est petit à petit de faire un peu évoluer, de dire là globalement on a quelqu'un qui peut-être est arrivé au bout de ce qu'il pouvait donner sur un rôle de cette capacité-là. Donc par exemple on a changé de head of product. Le head of product c'était un gars qui avait fait du produit que chez nous, qui était top et qui arrivait un peu en bout de course. Du coup on a changé de head of product, puis voilà, on fait évoluer les choses petit à petit, même en interne en termes de rituels, de façon de fonctionner. C'est beaucoup de transformation petit à petit et d'essayer de garder ce qui fonctionne, quoi. Donc finalement, de la gestion du changement, comment t'accompagnes tout le monde finalement? Est-ce que tu arrives à faire à embarquer tout le monde? Ça, c'est un vrai sujet, parce que même nous, chez Gens de Confiance, voilà, la boîte qui grandit. Moi, je suis arrivée il y a 7 ans, on était 10, aujourd'hui on est 85. Évidemment, c'est une boîte qui change de visage. Est-ce que tu as un peu des recettes magiques là-dessus? Alors, tu dis effectivement aller doucement, mais est-ce qu'il y a des choses que tu peux conseiller? Ouais, déjà c'est pas facile de passer après Guillaume Moubèche, honnêtement, en termes de vision, d'énergie et tout, tu vois, donc faut trouver son style. Alors après on est complémentaires, donc il est encore là et on l'utilise assez souvent sur des événements. Je pense que le truc général, c'est très bête, mais il y a beaucoup de gens qui gardent les trucs pour eux, quoi. Et en fait, une boîte, surtout quand tu commences à être 50, 60, 70, nous en plus on est remote, en fait il faut vraiment prendre du temps d'exprimer des choses qui toi te semblent évidentes, de les formaliser. Et en fait, donc moi ça a passé par on a fait un document sur la culture, c'est quoi notre culture, et c'est pas on décide pas la culture, c'est aussi regarder comment les gens sont, comment ils aiment travailler, mais c'est beaucoup d'exprimer des choses qui sont non dites, de mettre des mots sur des trucs, et en fait c'est ça, je trouve que c'est cet exercice qui parfois est un peu chiant quand tu es dans le quotidien et que tu as plein de problèmes, de te dire je vais me poser, je vais faire une presse pour dans 2 semaines, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Honnêtement, il y a plein de fois où j'avais pas envie, mais tu te dis c'est vraiment important, parce que c'est ça qui fait que les gens se reconnaissent dans le projet, voient un avenir. Et il y a plein de fois où quand j'allais voir des gens, après des développeurs, des choses comme ça, qui étaient là depuis très longtemps, ils me disaient c'était trop bien cette presse, ça m'a vraiment fait comprendre qu'en fait on peut encore faire une licorne, nanana. Et tu dis oui exactement, et donc tu
tu te rends compte que c'est utile, mais c'est vrai que c'est vite facile de se dire, bon, de toute façon, ils doivent savoir qu'on est là pour tout défoncer. En fait, non, ils savent pas. Voilà. Ouais, l'importance de dire les choses, effectivement. Parfois, quand on est un peu dans une tour de contrôle, on se rend pas compte qu'un peu plus bas, il y a besoin d'exprimer très clairement ce qu'on a envie de faire. Ouais, non, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler, parce que finalement, cette trame-là, elle fait rêver tout le monde, de dire comment on passe de 1000 à 28, quoi, même non, ouais, 6000, hein, à 28 millions de dollars. Quelles ont été les étapes de cette croissance? Ouais, alors en fait c'est une boîte quand même assez atypique parce que c'est un logiciel où tu t'abonnes en ligne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels où tu dois parler à des commerciaux pour avoir accès. Donc déjà, des logiciels français où tu t'abonnes en ligne, il y en a pas énormément en réalité. Enfin, il y en a, mais c'est pas la majorité. Et donc, ça a toujours été construit comme ça. Il faut savoir que c'est un secteur qui est hyper concurrentiel, enfin ce qu'on appelle un red ocean. La prospection email, même quand Guillaume l'a lancé, il y avait des centaines de solutions et c'était très dur de se différencier. Et je pense un des trucs clés. Donc il y a des trucs un peu stratégiques, il y a des trucs un peu d'exécution. Dans les trucs un peu stratégiques, ce qui fait que la boîte a marché, je pense, et c'est aussi différent d'autres boîtes, parce que moi j'étais dans d'autres boîtes et chaque boîte va fonctionner avec des choses différentes. Mais chez Lemlist, je pense que d'un point de vue stratégique, je pense que ce qui marche, c'est vraiment d'être connu pour quelque chose. Et ça, c'est souvent ce que je recommande à mes potes qui font des boîtes, des choses comme ça. Je leur dis, tu veux être connu pour quoi? Et en fait, il faut toujours être connu pour un truc. Et tu vois, par exemple, nous, c'était la délivrabilité ou la prospection sur LinkedIn. Donc, c'est la solution qui est la meilleure pour la délivrabilité des emails. Donc, ça, c'était le positionnement. Ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai. En l'occurrence, c'est vrai, mais c'est un message, enfin, c'est un objectif de différenciation. Et en fait, tu peux pas juste dire je fais des cold email. Tu vois, si tu dis ça, en fait, c'est mort. Genre, personne va comprendre, va se dire pourquoi j'achèterais celui-là. Tu dois, parce qu'en fait, les gens, ils apprennent des histoires. Et le plus proche d'une histoire, c'est un truc qui est différent, qui est unique, et où tu te dis ah tiens, c'est intéressant. Pourquoi ils prennent ce truc comme ça? Et donc en fait. Les gens pensent qu'en choisissant, ils vont avoir moins d'opportunités de business, alors qu'en fait, choisir, c'est une opportunité d'être unique et que les gens vous retiennent. Donc je pense que quand vous allez sur un marché, surtout un marché qui est concurrentiel, il faut toujours trouver un truc de en quoi vous êtes différent. Donc c'est ça pour moi l'axe stratégique. Et donc ça a été l'hyper-personnalisation au tout début, où il y avait des images personnalisées, où Guillaume il envoyait des images de lui avec un Starbucks, et c'était différent. Et je vais vous raconter une histoire qui est super drôle. Il y avait un mec un jour, donc Guillaume il allait vachement sur les forums, sur les Reddit, les Quora, ça revient à la mode maintenant avec ce qui se passe sur les GI, etc. Et lui donc il écrivait, il passait ses nuits à répondre à tous les comments, les trucs, dès que quelqu'un parlait de Cold Outreach, il parlait de sa solution. Et un jour il voit un mec de Freshdesk qui écrit ouais j'ai testé les images personnalisées, ça fait 5 fois plus de réponses dans les campagnes. Et il fait waouh c'est fou parce que Freshdesk c'est une grosse boîte quoi en Inde, c'est génial que le mec utilise et donc il essaie de le contacter, le mec lui répond pas et tout, il va regarder dans la base de user, il voit que le gars il a un compte mais qu'il a jamais utilisé et donc il arrête pas de l'appeler, de le contacter et tout, au bout d'un moment il arrive à l'avoir et il dit mec merci beaucoup pour ton message sur Reddit mais genre c'est quoi ta campagne? Parce que je voudrais voir en fait comment t'as vu que ça faisait 4 fois plus de réponses, que je rêverais de pouvoir prouver ça, tu vois. Et le mec lui dit ah non j'ai jamais utilisé mais j'adore ce que tu fais, t'as l'air trop sympa donc j'ai voulu être sympa, tu vois. Et et ça, je trouve c'est fou parce qu'en fait, ça illustre beaucoup, pas mal de choses. Ça illustre en fait, le côté grinder de je vais sur les forums, je suis très proche de mes users. C'est-à-dire, je vais sur Reddit, je vais sur Quora, je réponds aux gens, je réponds au support, j'ai créé une communauté sur Facebook, j'y suis tout le temps. Donc ça, c'est vraiment un côté grinder et je pense qu'il a fait le taf de 5-6 personnes pendant plusieurs années, en réalité. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est d'avoir un axe unique. Ce que je disais, c'est de dire, en gros, les images personnalisées, c'était son truc, c'était la différence, et il le martelait, il en parlait tout le temps, un peu comme je disais pour une vision, c'est la même chose. Et donc les gens, ils s'attachent à ça, ils se disent ah c'est intéressant, cette boîte elle est différente des autres. Et après il y a vraiment le côté emotional connection que Guillaume sait très bien créer en one to many, ce qui est quand même difficile quand tu connais pas les gens, parce que c'est quelqu'un qui est sympa, qui a la banane, etc. Et du coup les gens s'attachent à lui et ont envie de l'aider. Donc ça c'est une chance. Tout le monde n'a pas forcément cet attribut. Et c'est pas grave si vous l'avez pas, il y a plein de façons de faire des boîtes. Qui triche, chez Skello, elle a fait une boîte exceptionnelle et pourtant elle veut pas se mettre en avant. Donc il y a pas que cette façon de faire. Mais par contre ça marche. Excellent. Et donc ça veut dire quand même que concrètement, Guillaume il a fait l'effort de créer du contenu et pas forcément tout voir le ROI immédiat, alors que dans la salle, je pense que tous on est dans des logiques d'entrepreneurs finalement où chaque euro compte, on réfléchit de manière extrêmement héroïste. Comment est-ce qu'on arrive à conduire une boîte avec ce côté un peu
vas-y, on verra bien et on Ouais, tente. ouais, Quoi. moi j'avoue, et franchement, je pense que c'est un truc, je pourrais changer d'avis, mais par exemple, aujourd'hui, moi, je crois pas dans la data. En marketing, tu vois. Genre, et ma CMO, elle me tue quand je dis ça. Parce qu'en fait, tu as besoin de suivre la data pour savoir est-ce que ce que tu fais, c'est bien. En fait, la vérité, Cette partie de la conférence n'avait pas été validée. Là. Non. Je suis pas du tout d'accord. Il faut savoir sortir des chemins, tu vois. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, là-dessus, on a vraiment la même mindset avec Guillaume, je pense. Et c'est, en gros, quand tu fais quelque chose de bien, tu vois, genre, t'as pas forcément. Tu as des signaux faibles qui te montrent que c'est bien. Genre, t'as des gens qui disent ah, c'est cool ce que t'as fait, j'ai bien aimé, nanana et tout. Et en fait, de toute façon, quand tu te poses la question de est-ce que moi j'aimerais avoir cette information, j'aimerais lire ce contenu, j'aimerais même avoir cet email de prospection. Tout à l'heure, vous parliez de prospection. Bah, est-ce que moi j'ai envie de recevoir cet email de prospection que vous allez envoyer? Posez-vous la question de si vous aimeriez recevoir cet email. De la même façon, vous faites un article, vous écrivez quelque chose. Est-ce que vous avez envie de lire ça? Les gens maintenant ils écrivent avec de l'AI. Franchement, t'as pas envie de le lire. C'est ça la vérité, c'est que ça te fait chier de le lire. Et du coup, je pense que c'est vraiment important. Et je pense que Guillaume il a vraiment fonctionné comme ça, de dire moi je fais des activités, j'en fais beaucoup pour être vraiment partout. Par contre, je fais des trucs que je pense, moi j'aurais aimé avoir cette information, lire ce truc-là, lire cette masterclass. Donc il a donné beaucoup de valeur et c'est toujours ce qu'on essaie de garder comme mindset. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une boîte plus grosse, on a une team marketing tu vois, d'une dizaine de personnes. Tu as besoin d'évaluer les gens, de dire tu as fait ce projet, est-ce qu'à la fin du Q1, tu as bien fait ton projet tu vois, et tu as envie de suivre les métriques. La vérité, c'est que les décisions d'achat, c'est super compliqué en fait. Parce qu'en gros, tu n'achètes pas un truc. T'achètes plus un truc parce que t'as vu juste une pub sur Insta, enfin sauf si t'es con parce que tu vas jamais recevoir ton truc, mais en gros tu t'achètes pas trop parce que t'as juste vu une pub sur Insta. T'es touché par pas mal de choses. Tu vois, tu vas lire un contenu, on va te parler d'un truc, tu vas aller voir le site une fois, tu vas y retourner une deuxième fois. En fait, les parcours d'achat ils sont assez longs et donc en fait le problème c'est que nous humains on aime être rationnel, tu vois, on aime se dire bah ce truc là il m'a coûté tant, il m'a rapporté tant, c'est bien. Mais en fait c'est tellement compliqué, tu peux pas mesurer ce que tu as créé dans la tête des gens. Tu vois, comme émotion, comme début d'intention. Et c'est ça qui est dur. Et du coup, t'as pas vraiment de bonne réponse en fait, je pense à ce truc-là, parce qu'en fait, tu peux te dire, je fais que des trucs que j'arrive à mesurer. La vérité, c'est que souvent, tu mesures mal. On pourrait même rentrer dans le détail du tracking, de l'attribution, etc. Nous, on fait des trucs genre de fou, quoi. Tu vois, genre avec des data scientists et tout, ça sert à rien, en vrai. Honnêtement, ça sert à rien parce qu'en fait, tu peux jamais savoir. En fait, déjà, tu peux pas traquer techniquement, tu peux pas traquer tout ce que fait une personne. Elle a plusieurs devices et tout. Et en fait. Bah, tu peux pas en fait. Donc pour moi, ce que tu peux, c'est maîtriser la qualité de ce que tu produis. Et c'est dur à mesurer la qualité de ce que tu produis parce que tu vois, genre si quelqu'un fait un article en SEO aujourd'hui, bah en gros, est-ce que c'est un bon article ou non? C'est compliqué parce que moi je vais dire moi je trouve pas ça ouf, mais quelqu'un d'autre va dire moi je trouve ça grave intéressant, tu vois. Donc comment tu sais? Après tu as forcément des trucs que tu peux traquer quand même. Je veux dire, tu peux savoir est-ce que tu as un bounce rate énorme, est-ce que les gens ils scrollent dans ta page, est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils vont visiter une autre page. Tu peux trouver des proxys, tu vois, un peu de qualité. Mais ça reste que voilà, donc tout ça pour dire que le mindset dans la boîte et ce qu'on essaie de garder, c'est quand même de se dire, il n'y a pas évidemment zéro data, mais c'est une utilisation très, on va dire, on essaie d'être conscient que la data est très limitée et donc de se dire qu'à la fin, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu crées comme valeur, comme émotion avec ton audience, ton marché, etc. quoi. Ok, excellent. Effectivement, hein, nous on le voit bien sur la notoriété, c'est le genre de choses où tu mesures pas, finalement tu as touché les personnes et en même temps c'est assez diffus et c'est un an plus tard que tu as tu pas acheté un logiciel à 100 000 balles où ils disent on va mesurer ta notoriété non, justement non. On est dans le même mindset là-dessus. Et pour le coup, sur la croissance du CA, quand on en a discuté ensemble l'autre jour dans le call préparatoire, j'ai été assez fascinée sur les différentes étapes de comment ça avait scalé. J'aimerais bien que tu nous racontes ça, même si tu n'étais pas présent du début. Mais que tu nous racontes un peu ces étapes qui sont fascinantes. Ouais, ben, en gros, ça a été donc la boîte a été créée, je pense, il y a 6 ans. Il y a eu, ça a mis 1 an et demi. Enfin, je pense que ça a mis 8-9 mois à faire 50K, tu vois, et 1 an et demi à faire 1 million d'ARR. Et après 1 an et demi à passer de 1 à 10. Donc ça a été une croissance vraiment exponentielle. Et je pense que cette croissance, c'est en fait le payout, le paiement de tout ce qui a été fait avant, de répondre au support, d'écrire sur Reddit, de parler à des communautés. La communauté Facebook, à ce moment-là, elle faisait plus de 30 000 personnes. Et Guillaume, il était tout le temps dessus. Donc, il répondait tout le temps à tout le monde, etc. Et en fait, ça crée une sorte... En fait, l'organique et le bouche à oreille, c'est un peu un truc, tu vois, qui est un peu comme une boule de neige, quoi. Tu vois, quand ça commence à atteindre une taille critique, tu le vois. En fait, la viralité, quand tu as une personne qui parle, bah, c'est comme avec une maladie, quoi. Tu vois, genre le Covid, bah, quand tu as une personne qui est malade, bah, ça va pas très vite, quoi, tu vois. Par contre, quand tu as beaucoup de gens qui commencent à être malades, bah, là,
ça va très vite. La viralité, c'est pareil. Donc en fait, c'est pour ça que ça a permis une accélération exponentielle du revenu à un moment. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a eu une sorte de paiement de tout ce qui était fait. Et il y a eu beaucoup, on n'en a pas parlé jusque-là, mais beaucoup de LinkedIn. Moi, je trouve que c'est quand même un truc, et on vend une solution sur LinkedIn, mais c'est pas pour ça que je le dis. C'est que je crois quand même que quand tu es fondateur, LinkedIn, c'est exceptionnel. Ça dépend vraiment, évidemment, du marché. Je vous conseille pas à 100% d'aller sur LinkedIn, mais c'est quand même exceptionnel. Et moi, le truc que je trouve très bien, que je peux donner comme exemple, c'est le playbook d'OSS Venture, parce que j'avais la chance d'aller travailler quelques semaines avec eux. OSS Venture, ils ont un playbook, ils vendent des logiciels dans l'industrie qui commencent de zéro. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils automatisent l'ajout de profils LinkedIn de, par exemple, directeur de production, directeur d'usine, etc. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ils créent un profil sur LinkedIn, ils essayent de faire en sorte que le réseau se densifie avec des personnes qui sont dans l'industrie. Ils vont essayer de suivre des leaders d'opinion pour, dès que un leader d'opinion poste, être prévenu et être le premier à écrire un commentaire, parce que du coup, tout le monde derrière va voir le commentaire et va pouvoir visualiser le truc. Et ils vont aussi poster du contenu sur l'industrie 4.0. Voilà. Et donc, en fait, c'est un ensemble de trucs qui fait qu'en fait, tu grossis en notoriété, en réseau. Et LinkedIn, ça a été un énorme levier pour Lemlist. Guillaume, il a été ban plusieurs fois, mais il a atteint 70 000 followers à chaque fois. Chaque fois, il recommençait de zéro, il revenait à 70 000 followers, etc. Et donc, LinkedIn, ça a vraiment été un énorme truc. Et honnêtement, pour un fondateur, quand tu as peu de moyens, aller ajouter des mecs automatiquement avec grosse machine, Lemlist, peu importe l'outil, pour en donner d'autres, Wallaxy, c'est un truc, vous le faites, vous passez une soirée à choisir les gens, à les mettre dans le truc, à en rajouter 10-20 par jour, vous automatisez, quand les mecs qui postent souvent, les leaders d'opinion, vous regardez à peu près à quelle heure ils postent, vous allez juste checker, vous mettez un like, un petit commentaire, et vous postez 2-3 fois par semaine des trucs intelligents. Honnêtement, ça a un gros impact. Donc ça a été aussi un énorme truc qui a permis la croissance. Voilà, donc c'est en gros les grosses étapes. Et après, donc la boîte a monté à 10 millions, puis après, maintenant on est à 28, presque 30. Donc la croissance elle est moins grosse parce que c'est plus dur quand t'es plus gros, en vrai. Peut-être que Arthur dira pas ça, mais du coup voilà. Donc on en est là et on fait à peu près 30% de croissance l'année dernière en faisant 10 millions d'EBITDA. Donc ça marche plutôt bien. Ça va très bien, ouais. C'est très beau. Et alors là, tout ce que tu racontes sur Guillaume, c'est quand même une personnalité qui a l'air d'être assez incroyable. C'est quoi le déclencheur qui fait qu'il se retire un peu et finalement, comment, parce que c'est peut-être dans la salle, il y a des personnes qui peuvent être dans cette situation de changement de gouvernance. C'est intéressant, tu le disais au début, c'est pas mal de changer. Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça se passe, un fondateur qui se retire un peu ? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça montre. En fait, je pense que ça montre pas mal d'humilité en vrai. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a de l'ego, tu vois. Mais je pense que ça montre une humilité sur. Lui, il a vraiment exprimé comme sa zone de génie. Sa zone de génie, c'est de créer du contenu. Aujourd'hui, ce que nécessitait le rôle de CEO, de DG, c'était pas ça comme compétence, plus ça en tout cas. Et donc, il s'est rendu compte que c'était pas forcément bien pour la boîte et même pour lui de continuer ce rôle-là. Donc je pense que c'est vraiment d'être assez lucide. Je pense que ça doit être dur parce que tu dois pas savoir quand est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est plus tard. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup d'instinct et je pense que la chance qu'a Guillaume, c'est quand même que c'est quelqu'un qui... je pense qu'il a de l'humilité au fond de lui et je pense que c'est quelqu'un qui aime vivre et il s'est dit là ça me ronge, ça me plaît plus. Je pense que c'est un peu ça, il me l'a jamais dit comme ça mais c'est ce que j'ai ressenti et du coup il s'est dit en fait voilà, je vais pas me prendre la tête, ça reste une boîte, moi j'ai envie de vivre une vie où je m'éclate et où je suis pas là à ce que les gens me remontent des problèmes quoi. Très bien. C'est ce que disait la première conférence, de s'écouter aussi, c'est hyper important. Et toi qui es passé par plein de startups différentes, est-ce que tu vois des points communs, des points de similitude ou même juste à contrario des grands éloignements entre aujourd'hui ton expérience et tout ce que tu as pu faire auparavant ? Ouais, alors justement, non, je vois pas trop de points communs en vrai. J'essaie souvent de me poser la question. Parce que moi, du coup, j'ai été chez Botify, donc, qui était une boîte dans le Martech qui vendait du SEO, plutôt pour des grands groupes. On a vendu des contrats à plusieurs millions, par exemple LVMH, à Amazon, Walmart, Nike, etc. Donc, c'est vraiment une super success story. Botify, c'est une boîte, je pense, qui avait juste une très bonne technologie, fondée par des mecs extrêmement brillant sur un marché où il n'y avait pas de technologie capable de traiter ces problématiques-là en volume de pages. Donc, en fait, quand tu parlais à Amazon, ils n'achètent pas de logiciel, encore moins un logiciel français. Il faut imaginer Amazon acheter un logiciel français. Genre les mecs qui font tout eux-mêmes, c'est du délire. Donc, quand tu arrives à vendre à Amazon, c'est qu'en fait, globalement, tu as vraiment un truc qu'ils ne savent pas faire. Et donc
tu vois, et donc Botify, c'était vraiment une avancée technologique avec un vrai savoir-faire commercial, mais qui était relié quand même à la qualité des entrepreneurs et le fait qu'ils étaient connus comme très très forts sur leur sujet. Donc ça marche, des gros experts dans un sujet qui construisent le logiciel qu'ils auraient voulu utiliser eux. Ça, c'est vraiment une façon de faire. Je pense que par exemple, Skello, c'est un énorme product market fit, hallucinant. Genre, en fait, et un marché qui est super profond. C'est un logiciel de planning pour les restaurants et aussi les retailers, les supermarchés. Honnêtement, on est monté à 170 personnes dans les équipes commerciales. On a appelé toute la journée des restaurants. On vendait 30-40 clients par jour. Genre, c'est l'abattage, quoi. En fait, t'appelais un mec, alors ils disent évidemment, j'ai pas envie de te parler, hein, ils n'étaient pas là en mode oh merci, c'est génial. Non, ils te disent non merci, mais tu leur parles un peu, tu les challenges et ils te disent ah c'est vrai que c'est quand même l'enfer, mon planning sur Excel, je m'en sors pas. Et donc ça, c'est product market fit. Ça je pense aujourd'hui, c'est assez dur à trouver, honnêtement, un truc qui a un aussi fort product market fit où en fait, et ça marche, je pense, pour des niches. Encore, voilà, il y a quelques jours, un pote me disait, il a parlé à un gars dans la construction, il dit faut vraiment construire le ERP de la construction parce que c'est l'enfer. Je pense que dans des verticals, c'est pour ça que le vertical ERP, c'est une catégorie qui est vraiment, qui avait pas mal le vent en poupe. Je pense qu'il a toujours, moins que les AI maintenant, mais voilà. Donc ça, c'est je pense le deuxième truc. Et après, je pense que Guillaume, c'est la différenciation et le go-to-market, c'est-à-dire comment tu fais ton go-to-market. Vous en parliez tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore grave des moyens de se différencier sur le go-to-market, d'être créatif. Tu peux encore faire des logiciels dans des trucs, enfin des services même dans des industries où il y a beaucoup de densité de concurrence et innover sur un truc qui est différent et dire nous on a ça qui est différent et innover sur le go-to-market. Honnêtement, le go-to-market, on pense toujours que c'est saturé. Oui, c'est très dur honnêtement de trouver des clients, mais quand tu es malin, que tu es créatif, tu trouves toujours une solution pour être unique, etc. Donc faut se creuser le cerveau. Et après, tu as les hype. Alors moi, j'ai jamais été dans une boîte hype, mais tu as la hype AI. Bon voilà, tu es dans une boîte AI aujourd'hui. Alors il y en a plein, je pense, qui n'y arrivent pas, hein, mais tu es dans une celle qui a réussi à commencer à prendre le vent. Je pense que là, c'est insane parce que tu es porté par le marché de façon spectaculaire, quoi. C'est clair. Mais justement, en parlant, on peut un peu se projeter dans le futur. Je te disais quand on a préparé que c'était assez étonnant. J'ai écouté un vieux génération Do It Yourself qui date de 2021, un truc comme ça, où Mathieu Stéphanie disait ah ouais, ça serait incroyable quand même si on pouvait mettre des photos qui se créent, qui se généraient automatiquement et tout. Et il y avait Guillaume Houbèche qui disait oui, mais ça, il faudra quand même attendre 10-20 ans. Donc pas si grand clair là-dessus. Vous, à quel point c'est quelque chose qui va révolutionner votre produit? Est-ce que vous en mettez déjà un petit peu partout? Est-ce que les agents AI sont en train de s'installer Franchement, c'est la question qui me hante la nuit. Parce qu'en fait, ça évolue tellement vite que tu sais pas, en fait, ça évolue tellement vite et en même temps, tu as tellement aussi un peu de bullshit. Parce qu'en fait, il y a besoin de créer une hype sur les LLM, etc. Enfin, tu vois, genre, il y a tellement d'investissements. Donc, mais ça évolue quand même vraiment vite. Donc c'est une vraie question. En fait, dans l'industrie, par exemple, du sales, et je pense qu'il y a toujours un peu deux courants. Tu as le courant agentique, c'est genre les jobs vont être remplacés par des agents, et tu as le courant copilote, tu vois, genre les copilotes vont remplacer les trucs. Ce que moi je vois empiriquement aujourd'hui dans la réalité, c'est que les agents ça marche pas très bien. Je donne un exemple, mais parce qu'il y a beaucoup la hype des agents SDR, c'est pas nul, hein, franchement ça donne parfois des résultats mieux que des humains qui sont pas bons, mais c'est loin de donner les résultats de bons humains. C'est-à-dire en gros c'est mieux qu'un humain pas bon, mais c'est bien moins bon qu'un humain bon. Et donc, je vous donne une illustration. Notre plus gros client en France, c'est une agence qui s'appelle Scalability, qui fait de la prospection, enfin, qui fait de la prospection pour autrui. Et donc, c'est des experts en prospection. Eux, ils arrivent à avoir plus que 1% d'interest rate. Ça veut dire qu'ils contactent 100 personnes, ils ont une personne intéressée qui leur dit « moi, ça m'intéresse de parler ». Donc, c'est pas mal en vrai comme chiffre. Les agents SDR, c'est plutôt 10 à 20 fois moins en moyenne. Donc c'est pas zéro, c'est juste beaucoup moins. Nous, pour l'instant, notre croyance, c'est que l'IA va avoir un impact incroyable sur l'industrie du sales. Franchement, ça, j'ai zéro doute. Il suffit de voir la dernière pub de Salesforce avec Matthew McConaughey. Je ne sais pas si vous avez vu, mais incroyable. Production hollywoodienne pour Salesforce sur la partie AI. Ça va avoir un impact de fou. La question, c'est est-ce que ça va être vraiment des agents? Nous, on a plutôt une vision de ça va être un copilote. C'est-à-dire, en gros, le sales, le fondateur utilise Lemlist. Il a un copilote IA qui l'aide à faire plein de choses, qui lui améliore son copywriting, qui lui trouve des leads, qui lui score ses leads, etc. Donc, on a une croyance et on voit empiriquement que c'est très fort pour pas mal de ces use cases-là. Mais quand tu veux le faire remplacer 100%, ça te sert quand même pas mal de saucisses. C'est jamais 100% adapté à vraiment toi ce que tu veux. Et donc,
comme on disait tout à l'heure, la personnalisation, ça marche vachement, mais c'est le fameux truc de l'AI dit ah, j'ai vu que tu travailles chez Haribo, moi j'adore aussi donner des bonbons aux enfants. Tu vois, genre, tu vois, l'AI, elle peut faire ça, quoi. Donc, c'est pas fou. Alors, on en blague, et évidemment, l'AI, elle progresse, elle fera plus ça, et puis tu peux lui donner des prompts pour qu'elle fasse plus ça, etc. Mais aujourd'hui, moi, ce que je pense qui est vraiment fort, c'est quand même l'humain complété par la machine, et on le voit avec Cursor, Copilot, etc. Maintenant, le monde évolue, et qu'est-ce que ça va donner, tu vois, si un jour on a de l'AGI, etc. C'est une vraie question. Mais ça pose même des questions de l'achat. Parce qu'en fait, demain, est-ce que tu as envie qu'une IA, elle t'appelle toute la journée sur ton téléphone, avec une voix parfaite de quelqu'un que tu connais, en te disant exactement un discours parfait? Est-ce que tu as envie d'acheter comme ça? Tu vois, c'est une bonne question. Ou est-ce que tu auras un AI buyer, un acheteur AI, qui répondra pour toi et qui parlera à l'AI vendeur et qui te mettra les meetings que des trucs intéressants? Franchement, tu vois, c'est tellement de la science-fiction que c'est dur d'imaginer vraiment ce monde de l'agent, parce qu'en fait, l'agentique, ça réduit tellement les coûts à zéro, puisque tu n'as plus besoin d'humains, qu'en fait, ça change totalement le monde, en fait, en réalité. Donc, c'est très dur d'imaginer le monde full agent. C'est pas juste d'un côté, c'est supply and demand, tu vois, c'est toujours pareil. Tu peux pas juste l'imaginer d'un côté, de dire tu auras des agents sales partout. Non, du coup, tu as des agents acheteurs, ou sinon, tu as 2 millions d'emails par jour, tu vois, sur ta boîte mail. Et vous, dans le concret, vous avez déjà branché des vraies choses qui vous font gagner du temps aujourd'hui? Ouais, nous, on a une feature que les gens adorent, c'est quand dans l'Emlist, tu peux créer des listes de prospects et tu peux appeler des LLM. Et donc, il y a énormément de use cases autour de ça. Par exemple, tu peux cleaner de la donnée. Tu vois, tu as des données qui sont pas clean. Tu peux dire, clean-moi la donnée pour que je puisse bien contacter. Tu peux même appeler, aller chercher de l'information sur Internet, dire, trouve-moi un truc intéressant sur cette entreprise à raconter. Et du coup, ça te sort des trucs intéressants. Donc, ça peut te faire gagner énormément de temps. Donc, nous, on a quelques fonctionnalités IA qui, quand utilisées, font gagner énormément de temps. Par contre, on n'arrive pas du tout à trouver des façons de 100% le mettre sur autopilote avec le niveau de qualité qu'on aimerait donner. Voilà. Excellent. Merci Charles. Je crois que le temps est écoulé. Merci.